Il n'y aura pas de loi de finances rectificative pour 2023. Cette décision prise en Conseil des ministres hier a surpris le microcosme politique qui s'attendait à une considération du budget alloué à la CENI pour l'organisation des élections. Les acteurs politiques sont de plus en plus dans le doute concernant la tenue réelle des élections cette année. Le régime actuel a décidé de louer les terres de Sakatia à Nosibé à une société de la capitale à 100 ariars par an le mètre carré sur une durée de 50 ans. La population locale a reçu une ordonnance les sommant de quitter les lieux et leur foyer dans les plus brefs délais. À la une de l'actualité internationale, en Ukraine, l'explosion du barrage de Kakhovka a plongé la ville ukrainienne de Kherson dans une situation d'urgence. Les résidents se voient contraints de quitter précipitamment les quartiers les plus vulnérables face à la montée des eaux. Wow! TapTapSend arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Wow! TapTapSend arrive avec une surprise en juin. Restez connectés. Il n'y aura pas de loi de finances rectificative pour 2023. Cette décision prise en Conseil des ministres hier a surpris le microcosme politique qui s'attendait à une reconsidération du budget alloué à la CENI pour l'organisation des élections. De ce fait, les acteurs politiques sont de plus en plus dans le doute concernant la tenue réelle des élections cette année. D'après le Conseil des ministres d'hier, il n'y aura pas de LFR alors que c'est primordial. Nous savons tous que lors des sessions ordinaires précédentes, il y a toujours eu une LFR. La CENI a d'ailleurs déclaré que le budget alloué à cette commission dont la LFI était insuffisant. Ainsi, en l'absence d'une loi de finances rectificative, comment le gouvernement peut-il garantir que des élections se tiendront cette année? Le financement prévu par la LFI ne suffira même pas pour la tenue du premier et du second tour des élections. Tous ceux qui attendent impatiemment la tenue des élections peuvent désormais avoir la certitude qu'il n'y aura pas d'élections cette année. Cette décision va impacter négativement la vie nationale d'après les explications de ce député. Selon lui, la précipitation du chef de l'État à vouloir instaurer une 24e région est à l'origine de cette décision. L'absence d'une LFR sera une grande première dans le pays depuis plusieurs années. C'est peut-être ce qui le pousse à annuler l'adoption d'une LFR cette année. Il va peut-être se focaliser sur la mise en place d'infrastructures nécessaires aux nouvelles régions, dont la 23e et la 24e région. C'est donc l'origine de l'inexistence d'une loi de finances rectificative, conformément à ce qu'a annoncé le ministère des Finances et du Budget en Conseil des ministres. Les craintes et les doutes concernant la mise en place d'un régime de transition à Madagascar se confirment selon les politiciens locaux. Une telle situation n'a jamais existé à Madagascar, c'est une première, ont-ils déclaré ce jour.
Il n'y aura pas de loi de finances rectificative 2023. L'exécutif l'a décidé hier en Conseil des ministres. L'exécutif ne respecte désormais plus l'autorisation parlementaire, dénonce les élus de la Chambre basse. L'élaboration d'une loi de finances rectificative requiert l'arrêt sur une durée indéterminée de l'usage des fonds publics. Le mandat restant du régime actuel étant désormais très court, l'État ne peut pas se résoudre à respecter cette procédure qui risquerait de retarder la réalisation de divers programmes de l'État, selon les explications reçues. Ce serait à l'origine de l'annulation du projet de loi de finances rectificative 2023. L'usage des fonds publics s'élevait à 48% le 2 juin dernier. Ainsi, l'État dispose encore de 52% du budget prévu pour cette année 2023, et cela jusqu'à la fin de l'année. Les dépenses incluses dans le PIP, le projet d'investissement public, quant à elles, en sont encore à 10%. Cela implique que 90% du PIP sont encore disponibles jusqu'à la fin de l'année. Le Premier ministre l'a confirmé ce matin. Le gouvernement a constaté que la loi de finances 2023 est tout à fait exploitable. Lorsque nous avons aussi examiné le mode de gestion du budget de l'État, nous avons pu observer que les besoins supplémentaires qui pourraient survenir peuvent être inclus et adaptés à la loi de finances. C'est du jamais vu à Madagascar. Telle a été la déclaration des députés interrogés à ce sujet. L'exécutif décide seul et librement de tout. Une situation qui prouve qu'aucune transparence n'est observée dans la gestion des deniers publics, selon le député de Vangainjan. Or, cet argent appartient au peuple malgache, a-t-elle expliqué. Ce rapport du Conseil des ministres mentionne que des financements sont disponibles et qu'ils peuvent être utilisés pour des aménagements du crédit, des transferts et autres. Cette disposition comporte tout d'abord des limites, mais il est aussi clair que la sincérité budgétaire n'a pas été mise en place dans la loi de finances 2023, votée à l'Assemblée nationale. À la fin de l'année dernière, toutes les sommes prévues et mentionnées dans la loi de finances 2023 devraient tout avoir des motifs et des destinations claires. Il n'a jamais été question d'instaurer des réserves financières qu'on peut utiliser comme on le souhaite. De la loi de finances rectificative 2023 dépend de nombreux aspects des affaires de l'État et de la vie nationale, dont le budget alloué à la CENI pour la tenue des élections cette année. L'État malgache a décidé de louer les terres de Sakatia à Nousbé à une société de la capitale à 100 arrières par an, le mètre carré sur une durée de 50 ans. Sont concernés par cette location les plus beaux sites et les zones touristiques de Sakatia sur une surface totale de 17 hectares, 34 arts et 81 centiares. Les habitants d'impasse Ndava Sakatia Nousbé ont reçu une ordonnance les sommant de quitter les lieux et leur foyer dans les plus brefs délais. Les plus beaux sites de Sakatia feront prochainement l'objet d'un projet présidentiel dans le cadre de la relance du tourisme à Madagascar selon les explications. Ce projet a été décidé par les dirigeants actuels pour la capitalisation des plus beaux sites touristiques locaux, mais aussi pour les 1,5 km de sable fin où les tortues de mer viennent pondre leurs œufs. La population est choquée d'une telle situation. Elle s'oppose fermement à ce projet. La population locale s'oppose de toutes ses forces à toute forme d'occupation de nos terres sans son consentement. Ainsi, nous nous y opposons fermement. C'est la raison de notre venue ici. Nous demandons à ce que les individus qui souhaitent s'emparer de Sakati viennent faire face à la population, qu'ils ne se contentent pas d'entamer des démarches cachées et à notre insu. Une réunion des habitants s'est tenue sur les lieux avec les Rayamanjin de Sakatia ainsi que les sociétés civiles. Il a été porté à la connaissance des habitants qu'ils devront bientôt déménager et quitter définitivement les lieux vu que ceux qui prétendent être les nouveaux propriétaires viendront prochainement. La population a investi dans ces terres et ne sait pas où aller. Ces habitants réclament aussi une répartition équitable des avantages que procurera un tel projet. Ces gens ont obtenu l'approbation de l'État et nous ne nous opposons pas au développement, d'autant plus que Sakati est à vocation touristique.
Nous ne nous y opposons donc pas. Nous réclamons cependant un développement équitable qui profite à tout le monde, que la population locale bénéficie des divers avantages que fournira ce projet. À noter que la population de Sakatia a vécu sur les lieux depuis de nombreuses années. Les habitants sont actuellement plus de 80 à Mpasndava Sakatia. Ils maintiennent néanmoins qu'ils ne s'opposent pas au développement. Ils se dressent cependant contre les décisions qui ne profitent qu'à un groupe d'individus. Les acquisiteurs ne se sont pas présentés à la population. Seule une ordonnance a été présentée. L'indolence de la CENI concernant la refonte totale de la liste électorale suscite des craintes chez les différents acteurs de la vie publique. D'après le KMF CNOE, organisation de la société civile œuvrant dans l'éducation citoyenne, le décret 2022-667 du 11 mai 2022 prévoyait la publication officielle de la liste définitive des électeurs le 10 juin suite à la refonte totale de la liste. Cette date butoir ne peut pas être respectée, constate le KMF CNOE. Nous sommes aujourd'hui le 8 juin. Logiquement, la liste officielle doit être publiée dans 2 jours. Compte tenu de ce que nous avons constaté, nous pensons et nous sommes même convaincus que la liste officielle ne sera pas publiée le 10 juin. Si déjà au niveau de la refonte de la liste, il y a de l'indolence, qu'en sera-t-il au niveau de la tenue des élections, dans l'intérêt de la nation ? Nous demandons à la CENI de publier le calendrier afin qu'elle ait plus de crédibilité car cette situation génère des inquiétudes. Par ailleurs, le gouvernement ne doit pas attendre 90 jours pour la convocation des électeurs avant de publier le décret concernant la date des élections. Le nombre exact des titulaires de cartes d'identité nationale doit aussi être rendu public d'après le KMF CNOE. Combien de personnes disposent ou ont obtenu une carte d'identité nationale? Combien parmi ces personnes ont pu être inscrites sur la liste électorale? En effet, une diminution du nombre des inscrits est constatée entre la liste précédente et la liste actuelle. Or, nous avons de nouveaux électeurs, notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans et les adultes qui viennent d'avoir une carte d'identité nationale. C'est d'ailleurs pour ça que j'insiste sur le fait que des améliorations doivent être apportées au code électoral. Compte tenu des anomalies constatées en général et dans les méthodes de travail de la CENI en particulier, de nombreux acteurs de la vie politique déplorent un manque de transparence dans l'organisation des prochaines élections. La prolongation de l'application des dispositions fiscales et douanières entre l'État et le projet QMM qui courait sur 25 ans a expiré à la fin du mois de mai dernier. Si l'actualisation de ces dispositions devrait être accélérée dans le contexte actuel de la session ordinaire du Parlement, comme décidé en Conseil des ministres du 11 janvier 2023, aucun signalant dans ce sens ne semble perceptible. De l'actualisation de ces dispositions fiscales et douanières prévues dans la convention d'établissement dépend pourtant la collaboration future entre les deux parties, soit l'État malgache et QMM. C'est pourquoi la société civile lance aujourd'hui un appel à l'État. L'État aurait dû se préparer 2 années avant la fin, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il est à espérer que ce sera fait lors de la session ordinaire de mai et juin du Parlement. Sinon, il faudra tenir une session extraordinaire. Ce sera plus compliqué si cela coïncide avec une période où il y aura un président intérimaire. Si ce n'est qu'en octobre qu'on va se pencher sur la convention d'établissement, la question se pose de savoir si un président intérimaire pourra engager le pays dans une décision d'envergure qui liera le pays pendant 25 ans. Si une reconduction tacite est faite, cela peut ne plus être dans l'intérêt du pays. Au-delà de ce rappel à l'État que la société civile fait concernant le renouvellement des dispositions fiscales et douanières, elle avance des propositions pour que ces dernières soient plus profitables au pays.
Il y a deux sortes de taxes. Il y a les redevances, dont l'entreprise doit s'acquitter qu'elle fasse des bénéfices ou non. Par ailleurs, il y a des impôts que l'on prélève sur les bénéfices des entreprises. Cela s'avère plus difficile pour nous, car nous n'avons pas les moyens de vérifier et l'entreprise déclare toujours être en perte pour le moment. Si elle déclare donc être en perte pendant les 20 prochaines années, quel sera le bénéfice pour le pays? Il faut donc que l'État se focalise plus sur les taxes et redevances. La convention d'établissement entre l'État malgache et QMM a été établie en 1998. Elle est devenue loi le 26 janvier 1998 et a été appliquée le 18 février 1998. D'après les accords, QMM se conformait aux dispositions fiscales et douanières établies pendant 25 ans. Ces dernières sont arrivées à leur terme le 18 février 2023. Des négociations ont déjà eu lieu entre les parties en vue de l'établissement des nouvelles dispositions, mais elles n'ont pas abouti. La mère de famille et son enfant kidnappés la semaine dernière dans le Fukuntan d'Ambujai, dans la commune de Manakan, district de Tsaratanan, se trouvent encore entre les mains de leurs ravisseurs. La famille des otages est actuellement en pourparlers avec les ravisseurs pour la rançon, d'après des sources. Le député de la circonscription impute l'insécurité qui prévaut dans la région à des problèmes au niveau de la société. Ces kidnappings ont souvent pour origine des mésententes au sein de la société. Cela peut être dû à des litiges fonciers, à des mécontentements au niveau de différentes familles, et ces disputes sont difficilement gérables. Je lance un appel pour qu'il y ait plus de solidarité entre les membres d'une communauté et pour qu'ils s'associent aux forces de l'ordre pour faire cesser ces enlèvements. De nombreux kidnappings ont lieu aux environs de cette commune, compte tenu de la situation géographique mitoyenne du district d'Ankasbe et de plusieurs autres districts, d'après le député élu dans la circonscription. C'est une commune limitrophe au district d'Anzuzurbe, à celui de Maïvatanan, à celui d'Ankasbe. Cette région est victime d'insécurité et les kidnappings sont courants. Les 3 districts qui l'entourent sont aussi en proie de l'insécurité. L'étendue est tellement vaste qu'elle est incontrôlable. La solution serait peut-être d'y établir un camp militaire. Le député lance un appel à l'État pour amplifier la présence des forces de sécurité dans la région, mais aussi pour que l'État apporte des solutions aux problèmes de survie de la population et aux problèmes de chômage des jeunes, afin d'atténuer l'insécurité qui prévaut.